lance et c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui réunis pour faire le petit-déj qualité de vie au travail sur la communication non violente pour résoudre les conflits au travail. Quel programme, vous me direz? Donc ça commence bien à 9 heures. Il est 9h02. Vous êtes nombreux connectés avec nous ce matin et donc on voit que c'est un sujet qui a son importance puisque je crois que c'est le record d'inscription qu'on a pu avoir sur les petits-déj QVT. Alors, qu'est-ce que c'est un petit-déj QVT pour ceux qui ne le sauraient pas? On, on a créé ça pour vous apporter des temps d'échange, des temps d'apport sur toutes les thématiques qui vont se rapporter à la qualité de vie et aux conditions de travail. Alors, avec un format d'une durée d'1 heure. J'espère tenir, mais vu le sujet, et si vous êtes fortement participatif, peut-être qu'on va un petit peu déborder, je m'en excuse. Mais dans tous les cas, si vous devez partir, ça sera déjà disponible en replay. Qu'est-ce que c'est un petit-déj QVT? Ce n'est pas une formation, c'est un sujet, hein, par exemple, là, la communication non violente ou la gestion des conflits qui pourrait être abordée sur 2 à 3 jours de formation. Donc on est vraiment là pour vous transmettre une information, un contenu, pour éveiller les consciences, pour réaliser aussi peut-être des prises de hauteur, des prises de conscience, un petit pas de côté, et aborder les choses autrement. Les règles. Alors, vous avez les micros fermés déjà parce que vous êtes nombreux et aussi pour éviter les interférences puisque je suis, seule à l'animer, donc je ne vais pas pouvoir et fermer les micros et gérer, la présentation. Je vous invite à écrire vos questions et à participer et aujourd'hui justement, je vais avoir besoin de votre participation active, dans la rubrique conversation. Nous sommes là dans un cadre bienveillant, donc je vous invite vraiment à être vigilant aussi à ce que vous allez, écrire, et à toujours, bien penser les choses, de le faire de manière bienveillante. Et par ailleurs, toutes les problématiques de connexion dépendent des paramètres de vos ordinateurs, donc on n'a pas de réponse, à apporter à ce sujet-là. Ce petit déj est enregistré et sera disponible sur notre chaîne YouTube. Alors, déjà, première question et je vais vous demander tout de suite de commencer, dans la rubrique conversation, de me dire pour vous, c'est quoi communiquer avec violence à l'oral? Donc qu'est-ce que c'est quand vous vous dites: «Ah purée, ça a été, violent la façon dont cette personne a communiqué avec moi»? Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce que vous mettrez derrière? De l'agressivité? Alors comment on définit l'agressivité? OK, élever la voix, parler plus fort ou avec un ton accusateur, d'accord, le ton de la voix, l'accusation. Le ton, il y a vraiment le côté hausser la voix, lancer des pics, des mots non appropriés, d'un ton, de l'agressivité, le langage utilisé, ton agressif, paroles irrespectueuses. Vous allez trop vite, vous êtes trop performant ce matin à être méprisant, l'agressivité, de pas bonjour, pas de s'il te plaît, pas de merci. Hausser le ton, des paroles blessantes, le ton dans la voix. OK, donc on est vraiment sur presque la notion de vocal, hein, qui ressort ici. La gestuelle, on le voit tout de suite, donc là, on est sur le visuel, la partie du corps, les bras croisés contre la poitrine. Une notion peut-être d'irrespect, même si l'irrespect, effectivement, ça va être quelque chose de très subjectif, puisque, chacun aura sa propre définition de ce que c'est, le respect ou pas. D'hausser la voix, voire d'être insolent, ça c'est pareil, hein, injurieux, et cetera, et cetera. OK, parfait. Et maintenant, qu'est-ce que c'est pour vous communiquer avec violence à l'écrit? Qu'est-ce qu'on va mettre derrière quand on parle d'écrit? Et qu'on se sent agressé presque, hein, en tout cas, on se sent, en violence quand on reçoit, un message écrit. Les majuscules, sans formule de politesse, sans formule de politesse, les 3 petits points, des mots mal utilisés, écrire en majuscule. Ouais, la majuscule, hein, elle fait effectivement, son petit bonhomme de chemin. Le sauf erreur de ma part, des points d'exclamation, même pas de bonjour, pas de phrase de politesse. Ne pas donner d'explication, la ponctuation, l'importance de la ponctuation, les majuscules, écrire en rouge, des points d'exclamation ou des points d'interrogation, mais utilisés de manière trop, approfondie, la typologie en rouge. Des mails intempestifs. On a fait un petit déj là-dessus, Agnès, sur, la gestion de l'infobésité. D effectivement, hein, envoyer des mails pour tout, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Pas de bonjour, pas de ponctuation, ajouter des points d'exclamation. Les points d'exclamation, des formules inappropriées, des mots employés, pas de formule de politesse, des propos froids,
Alors là, c'est aussi, hein, toujours une interprétation et je vous l'expliquerai encore après. Des mots inappropriés, sans formule de politesse, la ponctuation, les couleurs. Dans une autre, intervention, on m'avait dit aussi de pas mettre de corps de texte et d'écrire tout le message dans l'objet. C'était vécu vraiment comme un manque de respect, d'avoir tout le truc qui est écrit dans l'objet avec des pièces jointes pas renommées et cetera. C'était vu par certains comme une forme de violence. En tout cas, ça pouvait être vécu comme ça. OK, alors maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on peut en faire et surtout d'où ça vient et comment comprendre? Alors, je voulais vous faire un petit détour théorique quand même, pour aussi rappeler dans quel monde on vit, dans quelle complexité on va avoir. On a un monde qui est de plus en plus complexe, on a de plus en plus d'informations, qui sont, vraiment, forte et on va avoir plus d'interlocuteurs, notamment du fait des mails, hein, on en a parlé. On va avoir aussi, plus de tâches puisqu'on va avoir plein de petites choses, séquencées, mais aussi de plus en plus de demandes et donc avec tout ça, vous avez une sorte de saturation, hein, de la mémoire de travail et qu'est-ce qui va se passer pour vous en sortir? Vous avez un super outil, c'est votre cerveau. Votre cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Dans un monde complexe, imaginons qu'ici, le monde complexe, ce sont les points de toutes les couleurs. Plutôt que de traiter chaque tâche individuellement, de dire: «Ah bah tiens, cette petite tâche, là, bleue, je vais essayer de comprendre ce qui se passe, puis après j'irai aller chercher celle-là, puis j'irai chercher celle-là, voir ce qu'il y a derrière». Bah, le cerveau, en fait, il va faire quelque chose de très, très simple, c'est ce qu'on va appeler la catégorisation. Il va se dire: «Bah tiens, tous les points, gris, ils ont l'air de se ressembler, même si c'est des individus différents, ça va ils se ressemblent et donc je vais les mettre dans le même rectangle et je vais pas faire pareil pour les bleus et je vais faire pareil pour les rouges. Et ce phénomène-là de classification, c'est vraiment une simplification de la réalité sans effort, qui va permettre de mettre de l'ordre dans les informations que l'on reçoit. Plutôt que d'avoir 30 informations à gérer, 30 personnes à chercher à comprendre comment elles fonctionnent, on n'en aura plus que 3. C'est quelque chose que vous faites de manière automatique et cette catégorisation, c'est quelque chose qui vous permet d'organiser et de ranger les informations de l'environnement où on va classer par ressemblance et par catégorie. C'est quelque chose que vous faites de manière automatique, sans s'en rendre compte, de manière inconsciente, mais qui va aussi vous donner tout un tas d'interprétations, de compréhension, de certitudes sur des personnes ou sur des groupes, et vous allez interpréter l'environnement avec toutes ces informations-là, alors qu'elles ne sont pas forcément vraies, puisque chaque point était individuel et spécifique. Mais pour autant, puisqu'il y a des ressemblances ou des catégories, alors on va leur attribuer tout un tas, d'idées, de caractéristiques et cette simplification de la réalité, elle va justement accentuer les ressemblances au sein de la même catégorie. Oui, bon, ils sont tous pareils. Si je suis une femme, je vais pouvoir dire: «Ah bah tiens, les hommes sont tous les mêmes». Et par contre, je vais accentuer les différences entre les différentes catégories et je vais dire: «Les hommes et les femmes sont très différents». Ça va nous générer ce qu'on appelle les stéréotypes. Ces stéréotypes sont effectivement des croyances, basées sur des traits et qu'on va attribuer à tout un groupe sans chercher à comprendre l'individu. Le problème, c'est que le risque de la catégorisation, il est très, très fort puisque les relations qu'on va avoir, alors notamment dans le monde du travail ici et c'est ça qui nous intéressera, elles vont vraiment beaucoup dépendre de l'image qu'on va avoir des autres groupes et dont la façon dont nous on va pouvoir les percevoir. Et c'est un biais de jugement, un biais cognitif qui est très, très fort. C'est ce qu'on va appeler l'attention sélective. On va vraiment retenir dans l'environnement, dans les comportements des autres, ce qui correspond uniquement à mes pensées. Je pense que, ce collègue ne m'aime pas. Eh bien, je vais retenir toutes les fois où le comportement de cette personne prouve qu'il ne m'aime pas. Alors que 80 du temps, ça se passe peut-être très bien. Ça va être pareil, dans les couples, où vous allez, être persuadé que votre conjoint, conjointe est comme ça et donc les seules choses que vous allez retenir, ça va être quand il va faire les comportements, qui vont dans le sens de ce que vous pensez de cette personne-là. Donc notre jugement est altéré par nos croyances et ça, c'est vraiment le prérequis de base. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir conscience, qu'on notre vérité n'est qu'à nous, n'appartient qu'à nous et on y reviendra. Le problème du coup, c'est qu'on a cet environnement social qui est très complexe,
qui va générer de la catégorisation puisqu'il y a pas de choix, pour gérer, ce flux. On va utiliser cette méthode de façon inconsciente, mais cette catégorisation, elle mène à des stéréotypes et les stéréotypes mènent à des interprétations. Et ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment que la perception va changer d'une personne à l'autre en fonction de ses expériences, de ses connaissances, de ses intérêts, de vos apprentissages que vous avez pu faire tout au long de votre vie et à un moment donné, le jugement, c'était nécessaire. Cette interprétation était nécessaire. C'était pour pouvoir survivre dans un environnement dangereux, de se dire: «Ah bah tiens, cet animal, il a des dents longues, il va sûrement pouvoir, me dévorer. Vite, vite, je cours ou je fuis ou je combats». C'était quelque chose qui devait être instinctif. Même si je ne le sais pas, il ressemble à l'autre qui a essayé de me manger la dernière fois, alors je vais me protéger. Ce jugement, cette interprétation, elle est utile pour la survie seulement dans certaines situations qui n'existent plus vraiment aujourd'hui et au travail, avec le collectif, on va vraiment éviter, d'être tout le temps dans du jugement, dans de l'interprétation et on va chercher à comprendre l'autre. Et le problème aussi, c'est qu'on a toujours tendance à penser que l'on en fait plus que les autres. On est sous l'eau, on est submergé, on n'y arrive plus, on a la tête comme ça et on va voir un collègue qui va aller se chercher un café et inconsciemment va se dire: «Ah bah tiens, celui-là, il a le temps d'aller chercher un café, moi ça fait 5 heures que je me suis pas levée de ma chaise» et on va avoir ces phrases, ces pensées automatiques où on va toujours être en train d'interpréter ce que fait l'autre, plutôt que de se concentrer sur soi et ce qu'on ressent, et on va donner des intentions, on va supposer des choses sur les autres, hem et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être très, très fort, surtout quand vous êtes saturé, quand il y a plus de ressources mentales. On va aller chercher toujours à faire ces raccourcis et avoir des idées reçues sur les autres en pensant et en étant persuadé que c'est la vérité, alors que pas du tout. Et ce qui va être aussi important, c'est de comprendre que c'est pas parce que moi j'ai raison, que l'autre a forcément tort. En fonction du point de vue, l'autre, le 6 peut très bien être un 9 ici. Et la question, c'est qui a raison? En fait, on s'en fiche puisque les 2 points de vue se valent, on a le droit de pas être d'accord, mais l'important, ça va être de pouvoir aller à côté de l'autre, de voir son point de vue, de comprendre ses besoins, de comprendre son mode de pensée pour pouvoir travailler ensemble dans la meilleure des façons. Ça rejoint un peu cette image, qui va partir du principe que si on demandait à des aveugles, de décrire qu'est-ce qu'est un éléphant s'ils n'en avaient jamais vu, en fonction de là où ils se placent, puisque les aveugles décrivent par le toucher, si, ils touchent les cornes, s'ils touchent les oreilles, s'ils touchent les pattes, chacun va le décrire d'une manière totalement différente. Ma vérité, ça sera un point de vue, mais en réalité, ça sera quelque chose de totalement subjectif et c'est bien la somme de tout qui fait, que, la situation sera la plus complète possible. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important de le comprendre. On s'en rend pas compte, on est régulièrement et tout le temps dans de l'interprétation, et c'est ça la vérité, c'est que ma vérité n'est que subjective, mais elle est importante aussi. Il faut juste pas essayer de l'imposer aux autres. Et la problématique aussi, c'est qu'on est persuadé que dire la vérité, que c'est quelque chose d'important, mais en fait, en fonction de comment on va la transmettre, la vérité, elle est pas toujours bonne à dire parce qu'elle peut être blessante, notamment si on n'y met pas les formes et c'est ça qu'on va apprendre à faire, ce matin. Alors pour comprendre les conflits, on va revenir sur un autre point, il faut repartir du principe que le conflit, il est inévitable, on le rencontre partout. Le mot conflit aujourd'hui, il a pris, c'est juste un mot, mais il a pris une dimension tellement forte, tellement négative, qu'on imagine que c'est pas bien. Mais si on remplace le mot conflit par désaccord, on est tous à un moment donné pas d'accord avec quelqu'un et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être, essentiel de comprendre. Arrêtons de fuir quand il y a quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord. On peut aller dire les choses aux gens pour redéfinir les différents niveaux de relation et on s'est toujours construit comme ça. On se construit justement en se différenciant de l'autre. On va, dire, non, aux parents, on va essayer de prendre de la distance, on va essayer de chercher, ses limites. On va être dans cette notion de conflit parce que ça va c'est comme ça qu'on va construire notre identité et on a aussi besoin de prouver, on a besoin de prouver qu'on existe et le conflit va servir à ça. Le conflit va vraiment nous pousser au changement, à trouver de nouvelles habitudes, de nouvelles attitudes. Ça va nous permettre de peut-être redéfinir certaines relations, hem
qui ne respectait pas nos besoins et cette notion de besoin, elle va revenir de façon assez importante dans la technique, de communication non violente. C'est vraiment de partir du principe que le désaccord va nous permettre, si on arrive à l'exprimer de la bonne façon et c'est tout l'intérêt de ce petit déj, ça va nous permettre de redéfinir la relation sur des bases plus saines et peut-être d'instaurer une certaine distance, qui est nécessaire entre les gens, notamment quand on sent que certains de nos besoins, ne sont pas forcément respectés. Le problème, c'est qu'effectivement aujourd'hui, on a vraiment cette croyance qu'une vie équilibrée est une vie sans conflit. Mais, c'est pas là le cœur du problème. Le problème est qu'on ne réagit pas de la bonne façon. En général, soit on va éviter la confrontation, soit on va chercher à établir des responsabilités, à trouver un coupable, à se mettre en position de victime. C'est la faute de l'autre, c'est toujours l'autre, sans jamais comprendre, que dans la communication, on est à 2, qu'il y a toujours un récepteur et un émetteur et que ça va être aussi important de se remettre en question dans la façon dont on communique, surtout si on dit: «Ah mais pourquoi il réagit comme ça? Je comprends pas, je lui ai rien dit pourtant». Bah, peut-être qu'il réagit comme ça, parce que la façon dont vous vous êtes exprimé n'est pas forcément la bonne. On va avoir ce qu'on peut appeler aussi le syndrome de la photocopieuse. On va reproduire toujours les mêmes comportements qui reproduisent toujours plus de conflits. Si ça marche pas, on en rajoute une couche. Et le problème, c'est qu'on va être dans une attitude qui n'est pas gratifiante et qui ne va pas permettre de trouver de solution. Parce que quand on vient et qu'on fait des reproches en disant ouais, t'as pas fait ce dossier, tu fais pas ci, tu fais pas ça, t'as fait une erreur, on va être dans du reproche. On n'est pas du tout dans une attitude constructive et en plus, souvent, on va supposer que la personne a fait une erreur, ou a mal fait quelque chose, alors qu'on n'en sait rien. Ça se trouve, je sais pas, on travaille tous avec des logiciels, c'est peut-être un bug logiciel, la personne, elle y est pour rien, mais on est tellement persuadé que puisque c'est pas moi qui ai fait l'erreur, c'est forcément l'autre, qu'on va pas chercher toutes les alternatives possibles et on va être dans une démarche qui va être vue comme agressive par la personne qui le reçoit. On va rentrer dans une spirale interminable et stérile on va être dans de la violence et de la négation de l'autre. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre, c'est que on est tous acteurs de la façon dont on va gérer un conflit. On est tous acteurs de ça parce que on a le sentiment d'être parfois agressé par l'environnement, alors qu'on ne se rend pas compte que nous-mêmes, on peut être l'agresseur, des collègues, du conjoint, des enfants, parce que la façon dont on va s'exprimer auprès d'eux, ça va vraiment avoir un effet très, très important. Et 3 processus qui vont générer ou qui vont accentuer, cette naissance du conflit, on va appeler le mauvais conflit, c'est effectivement la sélection, cette notion d'attention sélective dont je vous parlais avant. C'est un processus, cognitif par lequel on va retenir que certaines informations et en ne sélectionnant que ce qui nous intéresse. «Oh, de toute façon, c'est pas la peine de discuter avec toi, ça va dégénérer». J'en sais rien que ça va dégénérer. C'est sûr que si je pars de ce principe-là, je vais tout faire pour que ça dégénère de façon inconsciente parce que je suis tellement persuadée que ça va dégénérer, que la personne ne va pas m'écouter, que je vais me comporter de la façon à ce que l'acte se produise. On va aussi avoir la notion de généralisation. On va c'est ce processus, c'est ce principe de déduire un fonctionnement général à partir d'une simple expérience personnelle. Ah bah tiens, une fois la personne ne s'est pas comportée, on va en faire une généralité. Tu ne te comportes jamais comme je le souhaiterais, tu fais toujours des erreurs. Dès lors que vous utilisez le mot toujours, le mot jamais, le mot encore, enfin tous ces mots qui vont rajouter une couche, ça va générer du conflit stérile. Et c'est bien là qu'il faut aussi faire attention. Alors, il y a des gens qui vont dire: «Oh, mais on peut plus rien dire». Vous pouvez tout dire, mais vous pouvez tout dire avec la bonne façon de le dire pour, ne jamais être dans la violence envers autrui. Ça va être comme les phrases: «Oh celui-là, c'est un nouveau, je sais toujours pas ce qu'il fait». Bah, alors allez lui poser la question plutôt qu'être sur des présupposés ou sur des phrases, un peu compliquées, ou, «Ah bah, il est toujours dans sur son bureau, il sort jamais, qu'est-ce qu'il fait encore?» On a plein de phrases comme ça, on a plein de jugements, d'interprétations sur nos collègues, sur nos chefs, sur nos élus parfois, et sur nos conjoints, sur nos enfants, sur les gens qui nous entourent et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être important. Si ça s'est produit une fois, ça s'est produit une fois. De dire jamais, de dire toujours, c'est en faire une généralité et ça va vous donner, un état d'esprit quand vous allez aborder la personne, comme quelque chose d'agressif.
Et on aura enfin la distorsion. La distorsion, c'est vraiment un genre de processus qui va transformer la réalité, où vous allez finalement tirer une conclusion à partir d'une observation qu'on a faite. «Ah bah tiens, il vient de passer devant moi, il m'a pas dit bonjour, donc il m'aime pas, ou il est en colère. Il est en colère contre moi, il y a quelque chose qu'il a pas apprécié. Bah, ça se trouve, en fait, il vous a juste pas vu, il était concentré sur un dossier, il était perdu dans ses pensées parce qu'il devait présenter, un budget à un élu et que c'était tendu, ou juste clairement il était pas disponible cognitivement pour voir que vous étiez là. Donc on n'en sait rien de ce qui se passe. Évitons de faire des suppositions, ça c'est vraiment la base. Et du coup, le conflit, c'est quelque chose qui va être mal communiqué, mal exprimé, mais aussi mal écouté. Et quand on a, ce mal communiqué, mal exprimé, et que la personne en face, on a le mal écouté, alors va naître le malentendu. Lacan, elle disait: «Dès que l'on se parle, il y a des malentendus, alors on recherche le bien entendu». Le bien entendu, c'est tous ces présupposés: «Ah, ben c'est évident». Donc non, ça l'est pas, ça l'est jamais. Il y a vraiment cette notion où ce qui est évident pour moi ne l'est pas pour l'autre. Les gens ne sont pas dans votre tête. Je le dis systématiquement aux agents. Quand ils me disent: «Mais ça se voit que je suis sous l'eau». Bah, non, dites-le. Vous arrivez plus dans vos dossiers: «Ah mais ça se voit pour vous, vous en êtes conscient, c'est vos ressentis». Votre chef n'en a pas forcément conscience, vos collègues n'en ont pas forcément conscience et tout dépend aussi de comment vous l'exprimez. Si vous êtes tout le temps en train de dire: «Oh j'en peux plus, il y a trop de travail» et d'avoir des grandes phrases comme ça et que c'est quelque chose que vous dites en continu, alors ça va donner une impression que vous êtes dans une forme de plainte continue et qu'il y a pas de fondement. Donc l'importance de bien dire les choses, de savoir comment les dire pour que ça passe, ça a toute son importance. Et le conflit va être un danger quand il va nous emprisonner dans cette prison mentale de rester sur des malentendus, et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Souvent, on ne laisse pas on n'a pas cette analyse de qu'est-ce que je ressens au fond de moi, quels sont mes besoins. On va avoir de la colère, on va pas s'en rendre compte, on va avoir de la rancœur, de la tristesse, de la peur, mais tous ces signaux, toutes ces émotions, on y reviendra après, c'est comme des clignotants, c'est comme des les alertes qui s'affichent sur votre voiture, bah, il y a plus de liquide de frein, il y a plus de ci, il y a plus de ça. Les émotions, elles sont là pour vous dire des choses sur vous. Si vous dites: «Oh non, c'est pas grave, je m'en préoccupe pas», et ben, vous laissez les choses, se passer, vous dites rien, vous vivez avec ça. Ça va, chauffer, ça va augmenter dans votre ressenti et le problème, c'est qu'elles vont s'exprimer de manière brutale, hein. C'est l'histoire de la cocotte minute, ça monte en pression et au bout d'un moment, ça pète et le problème, c'est qu'en plus, ça va péter, heu, auprès d'une personne qui ne sait pas du tout pourquoi vous pétez un câble. L'exemple typique, c'était un couple, là, je sais plus ce qui se passe. Le mari avait mis, la fourchette du mauvais côté et la femme avait eu, une mauvaise journée au travail. Elle avait rien dit, elle avait pris sur elle, elle avait continué et elle rentre et elle voit que la fourchette, elle est pas du bon côté. Elle va dire, «Eh la fourchette, elle doit aller à gauche, pourquoi tu la mets toujours à droite?» C'est pas un vrai problème. C'est juste que ça s'est focalisé à un moment donné sur quelqu'un à un instant T. C'est cette histoire de goutte d'eau parce que toute la journée, tous les voyants qui ont clignoté, toute la semaine peut-être, on a tenu avec tout ça parce qu'on s'est pas posé la question de: «Qu'est-ce que je ressens et quels sont mes besoins?» Je sais pas si ça vous parle cette notion de petits, de petites choses qu'on garde en nous et on s'entend penser, on s'entend dire, «Ah bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah et encore lui, il a pas fait ci, il a pas fait ça». On va être tout le temps dans cette interprétation, tout le temps dans ce: «Ah purée, j'en peux plus de lui, j'ai ça, j'ai ci, ah et s'il avait fait ci, s'il avait fait ça» et en fait, on va toujours vivre dans cette comparaison à l'autre, sans que jamais il y ait quelque chose de plus important. Heu, donc c'est vraiment important de comprendre que communiquer, ça a une fonction et qu'est-ce que c'est? Ça va être défini par le fait de faire passer quelque chose à quelqu'un pour qu'il en prenne connaissance, donc on est dans cette notion de transmission, vraiment transmettre un savoir, une connaissance, quelque chose d'autre. Faire savoir quelque chose à quelqu'un, le lui révéler, lui en donner la connaissance, le divulguer. On va avoir la notion de transmettre aussi un savoir, un don, faire, qu'il ait ce savoir, ce don, cette qualité. C'est aussi être, je suis dans la relation, je suis dans la communication, et c'est être en rapport avec, c'est faire
un passage avec l'autre. Le problème de cette information, de cette circulation, de cette communication, c'est plus il y a de personnes, moins il y a d'informations qui seront transmises et moins il y a d'informations justes. Quand on fait des actions de sensibilisation dans les collectivités sur la communication non violente, on le fait systématiquement, le jeu du bouche à oreille, parce qu'il faut l'avoir vécu une fois dans sa vie pour le comprendre. On a une histoire qu'on va raconter à un groupe et on a fait sortir des gens de la salle, et l'histoire, je la raconte 3 fois. Je leur demande de retenir les mots, mot pour mot. Celui qui retient le mieux de tout le groupe qui est resté va être le premier qui va en parler, donc je vais quand même raconter 3 fois l'histoire. Il y a 17 éléments à retenir. On fait rentrer la première personne. En général, il arrive au moins à donner 13, mais sauf que de 13 informations sur les 17 initiales, quand la deuxième personne va la raconter, qu'il l'a entendu qu'une fois et qui a eu la consigne: «Retenez tout parce que vous allez devoir dire mot pour mot ce qui a été dit», on passe déjà à moins de 7. Et après on en fait rentrer une deuxième, on en fait rentrer une troisième. À la fin, il reste un ou 2 éléments sur les 17 que j'avais apportés et en plus, ils ont été modifiés. On ne fait pas exprès de transformer l'information, mais pour éviter qu'il y ait cette notion de radio moquette, rumeur, que peu importe comment vous l'appelez dans vos collectivités, on va éviter de dire à quelqu'un: «Ah tiens, tu diras à bidule quand tu le verras que». Parce que c'est sûr qu'il va y avoir de la perte d'informations, parce que le cerveau humain n'est pas en capacité de retenir plus que 7 informations et quand on nous en donne plus, on va retenir que ce qui nous intéresse de façon inconsciente. Donc ce qui m'intéresse moi, ça intéresse peut-être pas ma collègue Aurore, de la paille à façon, ça va pas intéresser forcément Valérie, ma collègue, ACFI, heu et je vais retenir ce qui m'intéresse moi et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, de comprendre que, si on peut transmettre le message en direct, on le fait et en général, on essaie de transmettre le même message à tout le monde en faisant une réunion collective. Ça dure peut-être 5 minutes, mais on transmet à tout le monde le même message en même temps pour éviter, qu'il y ait des rumeurs parce que les rumeurs, en tout cas la transmission de porte à porte, de personne à personne, ça va être forcément faux et ça va générer du coup des jugements de valeur sur les personnes et après on va se dire: «Ah purée, elle a parlé sur moi cette personne, donc faut que je me méfie», et donc on va être méfiant et donc on va avoir un autre comportement avec elle et ça va créer des tensions qui n'existaient pas au préalable. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important de comprendre, de pouvoir éviter à faire, ces rumeurs. Alors c'est quoi les règles d'une bonne communication? C'est de vous rappeler que dans chaque service, vous allez être expert de votre domaine. L'urbanisme, a ses termes techniques, les RH aussi, la petite enfance, les déchets ménagers, peu importe le service dans lequel vous travaillez, vous êtes tous experts de votre domaine. Donc déjà, faites attention à vos abréviations. Rien que nous, au centre de gestion, une abréviation, ça veut dire 4 choses différentes. AT, ça veut en fonction du service dans lequel vous vous situez, ça voudra dire autre chose. Donc c'est important de pouvoir partager ces abréviations et éviter, qu'elles soient utilisées quand vous les utilisez en externe. On va aussi partager vos évidences. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous disais avant. Ce qui est dans votre tête n'est que dans votre tête. Il y a pas des petites bulles comme dans les BD où on peut voir ce que vous pensez. C'est pareil quand vous êtes chef et que vous donnez une consigne. Vous avez tous les éléments à votre disposition, vos agents pas forcément. Donc quand vous dites, que vous venez voir quelqu'un et vous dites: «Oui, il en est où ce dossier?» Bah, de quel dossier vous me parlez? Quel est le contexte? Donnez-moi des éléments, parce que du coup, si vous venez avec des demandes pas claires, même si elles sont claires pour vous, bah, elles sont pas claires pour l'autre personne, et ça va avoir ce sentiment de: «Bah, pourquoi il m'agresse?» Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être, très, très important. On va aussi utiliser les 3 V de la communication. Le verbal, donc les mots que je vais utiliser, le vocal et le visuel. Le vocal, ça va être mon ton, la façon dont je parle. Le visuel, ça va être comme vous le disiez, hein, dans qu'est-ce que c'est communiquer avec violence, ça va être la posture. Ça va être une posture, vers l'avant, les bras croisés, le regard, où est-ce qu'il se situe. Alors peut-être que certains ont déjà fait avec nous ou, via le CNFPT des formations sur la communication. Quelle est la forme, en tout cas le V, le plus impactant dans le message qu'on veut transmettre. Je viens voir vos réponses dans le chat. Est-ce que c'était le verbal, donc les mots, le vocal, le ton ou le visuel? Vous pouvez me faire un classement dans l'ordre, les 3 visuel, 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 visuel. Ouais, effectivement. Le visuel va être le plus important dans ce qu'on va retenir
d'une communication. L'impact du visuel est vraiment le plus fort. Si vous dites les mêmes mots avec une posture penchée vers l'avant, les yeux froncés, les mains presque un peu et les poings serrés, où on a l'impression que vous allez rentrer en combat, bah, le non-verbal, donc vraiment hein, tout ce qui est non-verbal, ça va être le vocal plus le visuel, c'est ce qui compte le plus. Le vocal, c'est le ton. C'est comment est-ce que je vais placer ma voix, qu'est-ce que je vais dire, et cetera. Ça va jouer. Si vous dites, «Ah oui, bonjour, est-ce que vous avez pu voir pour ce dossier?» ou si vous allez, déjà hurler en disant: «Bonjour, tu as pu voir ce dossier?» J'ai utilisé les mêmes mots, exactement les mêmes mots, mais c'est pas du tout le même ressenti que vous allez avoir en tant que récepteur. Donc le vocal, le visuel, le fait de lever les yeux au ciel quand quelqu'un vous parle, le non-verbal va être essentiel, dans la façon dont vous allez aborder les gens. C'est pareil, avec les enfants, avec le conjoint. On est souvent dans une relation, on va être dans de l'accusation, on va dire «tu», on va dire: «Tu pas fait ci, tu pas fait ça, tu fais ça, tu as toujours, tu le fais jamais», on va être dans cette accusation et on va souvent le dire avec un vocal, en tout cas, qui va pas, voire un visuel qui est pas acceptable non plus et c'est ce qui va être aussi à la base du ressenti d'être agressé par quelqu'un. Alors du coup, la communication non violente, qu'est-ce que c'est? Et c'est là où on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet. Celui qui a inventé cette méthode, c'est, Marshall Rosenberg et il part du principe que c'est une façon de penser et de parler qui vise à mettre de la compréhension et surtout du respect mutuel dans les échanges. L'objectif, ça va être de créer une qualité de relation, une qualité d'empathie avec soi, donc d'être empathique envers soi, à l'écoute de soi et avec les autres, pour satisfaire les besoins de chacun de manière harmonieuse et pacifique. Ça part du principe que, il faut d'abord que je m'écoute moi-même avant d'aller communiquer avec l'autre. C'est cette question finalement et on le met en place dans la gestion du stress ou justement les activités, les sensibilisations qu'on fait sur la communication non violente, la météo du jour. Comment je me sens aujourd'hui? Comment je me sens aujourd'hui? Parce qu'en fait, je vais tout interpréter en fonction de ça. Je vous donne un exemple. Imaginons ce matin, je me suis levée avant que mon réveil sonne, super en forme, je descends, j'ai mon petit déj qui est prêt, mon chien, elle est super contente de me voir, je vais pouvoir aller la promener, il fait beau, je vois le lever du soleil sur les vignes, je me sens super bien. En plus, j'arrive après à la gare, le train, il est à l'heure, j'arrive à mon bureau. Dès que je descends, à la gare de Colmar, j'ai le feu vert. J'arrive, dans mon bureau. J'ai ma collègue, Valérie qui me dit: «Ah, est-ce que tu as pu voir pour ce dossier?» et ben, je vais lui répondre: «Ah oui, oui, machin», je lui explique le dossier. Par contre, je loupe mon réveil. Du coup, je suis forcément mal lunée, en retard, ça me stresse parce que je me dis: «Mince, ça va impacter toute ma journée». Personne ne m'a préparé mon petit déj, mon chien a fait ses besoins, et du coup, je dois nettoyer. Donc que le fait de la promener, ça va être une corvée parce que je vais devoir le faire rapidement. Je vais pas en prendre, plaisir. En plus, il fait pas beau, je marche dans la boue, donc il faut que je change de chaussures. J'arrive à la gare, le train, il est en retard, en plus, prenez celui d'après. J'arrive à la gare de Colmar, il pleut, je suis trempée, j'attends au feu rouge qui dure une plombe, les voitures ne me laissent pas passer. Je suis pas de très, très bonne humeur et quand ma collègue va me dire, quand je vais croiser Valérie qui va me dire: «Salut, tu as pu voir ce dossier?» la phrase dans ma tête, je vais juste me dire: «Mais qu'est-ce qu'elle me veut encore? Elle peut pas me laisser arriver celle-là?» alors que j'adore Valérie. Le problème, il est pas là, c'est que mon ressenti émotionnel, il est pas bon. C'est que je vis des émotions désagréables et je vais l'impacter. Les émotions, elles vont être comme des lunettes filtrantes sur toutes les relations, que je vais, avoir avec les autres et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel de comprendre, c'est de faire sa météo. C'est un truc que les enfants font maintenant en maternelle, ils ont des petits pictos, hein, des petits bonhommes, d vert, jaune, rouge avec des petites émotions, c'est comment je me sens. Est-ce que je suis plutôt en forme? Est-ce que je suis plutôt positif? De faire vraiment attention à soi avant d'entrer en relation avec les personnes. Et ça part de ce principe de la notion d'écoute bienveillante. Pour établir une relation avec une personne et favoriser un climat d'ouverture et de confiance, ça suppose qu'on soit en capacité d'écouter attentivement ce que l'autre dit. Ça veut dire quand je vais parler à quelqu'un,
ou que quelqu'un vient me parler, je vais faire en sorte d'être pleinement disponible. Je reste pas derrière mon PC en train d'écrire des mails parce que clairement je serai pas disponible. Si je suis pas disponible au moment où la personne veut me parler, j'ai le droit de dire: «Écoute, là, je suis en train de finaliser un dossier, je te propose qu'on vienne à 10 heures pour que je sois pleinement, disponible pour échanger avec toi». Et là, vous allez être dans de la proposition, la personne va accepter et vous allez pouvoir pleinement vous connecter à la personne. On va aussi essayer, pour que la personne se sente écoutée et entendue, de reformuler les éléments qui sont cités, qui sont exprimés, où on va pouvoir essayer de refléter, le ressenti, les émotions, de dire: «Bah, tiens, quand tu me dis ça, moi, je ressens un peu de colère. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je me trompe?» D'être vraiment dans cette notion où on va essayer de comprendre ce que l'autre ressent, pour être, dans de l'écoute bienveillante et dans l'empathie. L'empathie, c'est vraiment le fait de sortir de soi pour comprendre ce que vit l'autre ou ce que pourrait éprouver l'autre, sans s'approprier les émotions. C'est différent de la sympathie. C'est vraiment: «OK, dans cette situation, qu'est-ce que pourrait vivre l'autre?» et de lui demander confirmation via l'écoute bienveillante. Donc dans la communication, c'est important de ne parler que de vous, donc de dire «vous», parce que c'est que, votre côté que vous pouvez maîtriser, mais aussi de reconnaître vos responsabilités. Vous avez dit, à un collègue: «Ah bah tiens, tu as fait une erreur sur ce dossier» et vous vous rendez compte par la suite que c'est pas vrai, ou que c'est faux, ou qu'en fait l'erreur c'était de votre fait ou du fait de peu importe qui, du logiciel, de quelqu'un d'autre, allez vous excuser. Allez dire: «Écoute, j'aurais pas dû te dire ça, j'aurais dû comprendre et cetera. La prochaine fois, je ferai en sorte que». Ça permet de remettre du lien, dans le travailler ensemble. Et attention aussi, en tant qu'encadrant, d'être dans cette fonction de surcontrôle. Ça peut être vraiment vécu comme une violence au travail, surtout si les personnes sont très autonomes et que tout d'un coup, vous venez en disant: «Tu as pu faire ça, tu en es où pour ça?» et cetera, alors que c'était quelque chose que la personne n'a jamais vécu avant. Elle va pouvoir le vivre comme du surcontrôle. Bien écouter. Comment le faire? Alors ça s'apprend, c'est important de mettre en place un cadre sécurisant. Je vais aller un peu vite là-dessus parce que c'est pas la priorité du message, mais je voulais que vous puissiez, avoir ces diapos, pour vous, y référer. On écoute plus qu'on ne parle. C'est important, hein, d'être dans l'échange avec l'autre, et surtout de rebondir en utilisant, bah, la réponse qui a été faite, de reformuler, de ne pas juger. Si quelqu'un vient vous parler de ses émotions, de ses difficultés, on est tellement mal à l'aise avec les problèmes des gens qu'on va en général essayer soit de leur trouver des solutions, soit de minimiser plus ou moins leur vécu en disant: «Oh mais c'est pas grave, prends du recul, ça vaut pas le coup de te mettre dans ces états-là». Ou alors on va être presque culpabilisant parce qu'en fait ça nous touche, et on va dire: «Mais pourquoi tu ne m'as rien dit avant?» C'est quand un enfant a un problème à l'école et on est un peu, démunis d'apprendre par exemple que, ça fait des mois qu'il se fait harceler par, un autre enfant, et en fait, en tant que parent, on se dit: «Mais mince, j'aurais peut-être pu le protéger s'il me l'avait dit avant». Donc on va être dans l'accusation, c'est ce qu'on appelle la double peine. «Mais pourquoi tu m'as rien dit avant? Pourquoi tu as rien fait pour que ça cesse?» Quand on parle de harcèlement au travail, c'est souvent aussi les phrases qu'on va entendre: «Ah bah tiens, ça dure depuis combien de temps? Ça fait 10 ans, mais pourquoi tu as jamais rien dit?» En fait, je vivais déjà de la violence, c'est déjà dur de le reconnaître, et le problème avec ce type de phrase, c'est que ça peut donner l'impression que le ressenti de la personne, déjà elle a osé venir vous parler de sa problématique, il est pas légitime. On va aussi cesser de se comparer. Si quelqu'un vient vous parler de sa problématique, on va éviter de dire: «Oh, je vis exactement la même chose. Ah mais j'ai déjà vécu ça». Là, vous ramenez à vous, alors que la problématique, ça serait d'écouter. On va pas essayer d'aider, sauf si la personne nous demande conseil, et on va montrer de l'empathie. «Si j'ai bien compris, ce que tu ressens, c'est ça. Selon toi, ta difficulté, c'est ça». Et on va essayer surtout de ne pas couper la parole. On va laisser la place au silence, c'est parce que le silence permet de structurer les pensées. C'est pas parce qu'il se passe rien qu'il ne fait rien. C'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il n'est pas en train de faire quelque chose. Il est peut-être en train de chercher dans sa tête, ce qu'il va dire, ce que, le voilà, comment structurer sa pensée, comment dire les choses. Alors du coup, ça c'est pour écouter. Maintenant, comment communiquer, quoi dire, de façon non violente? Il y a plusieurs techniques, je vais pas forcément, on va pas les expérimenter celles-là aujourd'hui, même si c'est la base de celles que moi je vais vous présenter, et certains sont déjà au courant, de celles que je privilégie, parce qu'elle est beaucoup plus facile à retenir. Donc vous avez OSBD de Marshall Rosenberg, qui part du principe que on va
pour transmettre un message et qu'il soit entendu et surtout qu'il y ait une solution qui soit trouvée puisque c'est ça l'objectif. C'est pas qu'on reste dans les mêmes façons de réagir parce que quand on est dans de l'agression, finalement l'autre va se mettre au même niveau et ça va juste être l'escalade, du conflit. L'idée, c'est vraiment de dire: «OK, comment est-ce qu'on peut transformer la relation pour que ça marche le mieux, que moi je me sente à l'aise, mais que le collègue se sente à l'aise aussi?» Donc on va revenir sur de l'observation. Donc on va chercher à voir comment est-ce qu'on décrit objectivement une situation sans émettre un jugement. J'ai remarqué que vous avez pris la parole plusieurs fois ou X fois sans me laisser finir. Le sentiment que j'ai eu, ben, ça m'a vraiment frustrée, je me suis sentie ignorée, voire pas respectée. Quel est le besoin derrière? Puisqu'un sentiment, on le verra après, est toujours en lien une émotion est toujours en lien avec un besoin. J'ai besoin d'être entendue pour contribuer efficacement à ce projet et de faire une demande. On est toujours dans: «Je vous propose que» ou «Pourriez-vous me laisser finir, mon point avant de répondre?» Pour aller plus loin, il y a la méthode DESC qui vient compléter la communication non violente de Marshall Rosenberg, qui reprend la notion de décrire, hein, donc on est dans l'observation, d'exprimer ses émotions, et ses sentiments de manière assertive. Donc là, on est sur le, sentiment et besoin, de quoi j'ai besoin et ensuite, dans la demande, on sera là dans la suggestion. Donc, on propose des solutions pour résoudre le problème et là, ce que j'aime bien, c'est qu'il propose une conclusion. Ça sera quoi l'objectif? C'est quoi le bénéfice pour chacun? Si je vous propose ça, ça vous permettra à vous de ça et à moi de ça. Par contre, qu'est-ce qui se passe si rien ne change? Si rien ne change, alors voilà ce que je vais faire. Donc on va essayer cette méthode-là. On va pas l'appeler comme ça, moi je vais vous la présenter autrement. Mais d'abord on va le faire une étape après l'autre. D'abord, je vais vous proposer, un petit cas pratique. J'espère que vous êtes prêts. Alors, le cas pratique. Vous travaillez dans une commune au sein du service des ressources humaines. Le responsable du service technique, qui gère plusieurs projets d'infrastructure, rénovation des routes, des gestions des espaces publics, peu importe, va prendre régulièrement des décisions importantes sans consulter ou sans informer les ressources humaines. Ça va concerner des plannings des équipes qui vont être modifiés, des prises de congés au pied levé, des répartitions des heures supplémentaires, etc. Et les ressources humaines vont se retrouver souvent à devoir gérer des situations complexes sans avoir été impliquées en amont. Ça va créer des tensions et ça va aussi entre les 2 services parce que les décisions qui sont prises au niveau du service technique vont impacter les ressources humaines en les surchargeant à des moments, spécifiques donnés, notamment en termes justement de gestion des plannings et ou du respect de la réglementation, puisque les RH sont aussi garants du cadre réglementaire sur tout ce qui va concerner la gestion RH, d'un service. Pour ce cas pratique, je vous propose qu'on utilise la méthode FAIT, faire la fête. C'est Raphaël Giordano qui est une auteure, de romans qui l'a repris et qui a repris en fait les 2 méthodes précédentes pour, la nommer autrement et en fait on la retient beaucoup mieux, je trouve, que OSBD ou DESC. Donc faire la fête, le F, c'est rappeler les faits. Donc on est dans la description, on est dans l'observation. Quels sont les faits? C'est quoi le concret? C'est quoi l'observable? Qu'est-ce que c'est qui est, voilà, non équivoque, sans porter de jugement? Je constate que. Comment est-ce que vous décririez objectivement cette situation que je viens de vous présenter sans jugement? Qu'est-ce que vous diriez? J'attends vos réponses dans le chat. Je constate que ou à chaque fois que. Alors ça, on ne le dit pas parce qu'à chaque fois, c'est une généralité, mais voilà, quand il y a des projets structurants, et cetera, et cetera. J'attends vos réponses de propositions, de description des faits. Je peux même vous remettre la diapo d'avant. Comme ça, vous pouvez, essayer de vous replonger. Je vous laisse quelques secondes pour avoir les premières réponses, puisque le temps défile et que j'ai encore pas mal de choses à vous partager. Alors, est-ce que vous avez je constate une absence d'échange entre les services. Je constate que le service RH n'est pas informé en amont de vos décisions. Que tu organises les plannings sans me prévenir. Ah, il y a le «tu», attention, hein, donc là, effectivement, je constate que le service RH, ça, c'est important, ça crée des problèmes de gestion. OK, je constate un manque de communication entre nos 2 services, que nous n'avons pas été informés de certains changements. Je constate un manque de communication. Alors c'est pareil, hein, le mot communication, le mot manque, ça va être interprétable parce que ça se trouve, lui, il a le sentiment qu'il communique beaucoup avec vous, et c'est avec vous quand vous êtes RH, hein, et c'est pas forcément le cas. Je constate que le service technique agit dans le domaine RH sans en informer le service en question. Là, on va être un peu
c'est presque, ça pourrait être vécu comme de l'agression quand même. Il y a le côté un peu, agis, c'est: «Ah, tu agis dans mon dos». Donc il faut pas que ce soit vu comme un jugement de valeur. Des décisions ont été prises sans qu'on en soit informé. Je remarque un manque d'échange, un manque de communication avec les services. Permets-moi de rappeler les conséquences d'un manque d'information. OK, on va y revenir. Merci pour vos participations. Mais déjà, on va faire ensemble, alors vous allez pas pouvoir répondre, hein, vous allez pouvoir le faire à voix haute. Je vais vous mettre des phrases et vous allez me dire la différence entre un fait et un jugement. «Il me harcèle». Est-ce que c'est un fait ou est-ce que c'est un jugement? C'est un jugement. Je vous le dis, il ne m'aime pas et il fait des préférences. C'est un jugement. Charles réalise des activités de désherbage et Louis le fleurissement. C'est un fait. C'est elle qui m'a provoqué. C'est un jugement. C'est ma perception des choses. Michel est un pervers. Là aussi, c'est un jugement. Michel a dit à Sonia: «C'est pour moi cette petite jupe?» C'est un fait, puisqu'en plus, il y a eu des propos dits et on les met entre guillemets. Il est faible. C'est un jugement. Julien a dit à Thibaut devant l'ensemble de l'équipe: «Tu ne comprends jamais rien, tu le fais exprès». C'est un fait. Il l'a bien cherché. C'est un jugement. Je me sens très mal à l'aise en sa présence. C'est mon ressenti que j'exprime, donc c'est ma vérité, mais ça reste mon jugement. Néanmoins, lui, il va être important de dire parce que je parle de moi. Donc ça, on a le droit de le dire. Il a fait un malaise et est tombé à terre. C'est un fait. Jeanne est méchante. C'est un jugement. Jeanne a dit à Aurore: «Tu es une bonne à rien». C'est un fait. Alors du coup, comment décrire objectivement la situation, sans jugement? Ben, par exemple, on pourrait dire: «J'ai constaté que lors des 2 derniers projets d'infrastructure, les plannings d'équipe ont été modifiés sans consultation des RH, ce qui a provoqué des désaccords sur la gestion des congés». Donc ce qui s'est passé concrètement et l'impact que ça a pu avoir. Ensuite, une fois qu'on a fait le F, les faits, on va passer au E. Le E, c'est d'exprimer ses émotions et quels sont les besoins qui sont associés. Parler des émotions en utilisant le je et jamais le tu ou le on. On ne fait pas de généralité, je parle que de moi. Ça, c'est vraiment la base de la communication non violente. Je ne parle que de moi. Quelqu'un l'a écrit dans la rubrique conversation, le tu. Le tu. Il va vraiment avoir ce côté où l'autre va tellement se sentir agressé que votre message, en fait, il va perdre tout son sens. Et ce que vous aviez vraiment important de dire, ça va pas être entendu. Alors par rapport à cette, situation, quels sentiments ressentez-vous dans cette, situation? Quels sont les besoins qui pourraient pas être satisfaits, du service RH? Et pour vous aider à trouver la réponse à ces questions, on va revenir sur ce que c'est une émotion. Une émotion, c'est une réponse automatique, brève et intense qui va être accompagnée de modifications physiologiques, expressives et comportementales. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas dans votre tête. L'émotion, on la vit dans le corps. Des modifications physiologiques, ça va être l'augmentation du rythme cardiaque, ça va être l'augmentation de la respiration. Il va se passer des choses dans votre corps. Vous êtes en colère, vous allez avoir de l'énergie donnée dans le haut du corps pour pouvoir combattre. Vous avez peur, vous allez avoir de l'énergie dans les jambes pour pouvoir, fuir le plus rapidement possible et ça va être aussi des modifications expressives. Sur le visage, on va pouvoir lire l'émotion de la personne et comportementale, à savoir où on va avoir une attitude ou des comportements qui vont aller dans le sens de cette émotion. Ça va agir, comme je vous le disais avant avec mon histoire de réveil qui a sonné ou pas sonné, ça va agir comme un filtre dans l'interprétation des événements. Une même phrase par une même personne, si je suis en joie ou si je suis, en colère ou agacée ou irritée, je vais pas le vivre de la même façon. L'émotion, elle est vraiment normale et utile. C'est important de pouvoir la voir, puisqu'elle va nous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. On a 6 émotions qui sont dites primaires. On va avoir la joie, la peur, le dégoût, la tristesse, la surprise et la colère. Il n'y a pas d'émotion positive ou négative, ça n'existe pas. On va avoir des émotions agréables, que je vais apprécier vivre, et des émotions désagréables. Elles vont servir à mieux comprendre ce qui se passe en nous. Et concrètement, l'émotion, c'est comme je vous le disais avant, les clignotants d'une voiture, elles vont nous alerter, donc les voyants qui s'affichent, hein,
Et il y a cette phrase qui dit que tout conflit est l'expression tragique d'un besoin non satisfait. Si une situation satisfait un besoin, je vais avoir une émotion agréable. Si une situation ne satisfait pas un besoin, alors j'aurai des émotions désagréables. Le problème, c'est que quand on a des émotions désagréables, on va souvent essayer de trouver un coupable au fait qu'on ressente de la colère. C'est la faute de l'autre si je suis en colère, et je vais rester dans la plainte. «Ah, il se passe toujours ci, il est toujours comme ça» et cetera. Parce qu'on ne sait pas identifier nos besoins et les besoins, il y en a plusieurs. Pour tous ceux qui partent du principe de la pyramide de Maslow, partez pas de ce principe, les besoins ne sont pas hiérarchisés. Alors oui, il y a plusieurs besoins, mais ils sont pas hiérarchisés de la sorte. On peut avoir différents besoins et y répondre de façon, heu, de façon liée, donc je vous invite à ne plus utiliser cet outil-là, mais partir plutôt de tous les besoins qui sont identifiés. On va avoir le besoin de sécurité, bah, j'ai besoin de me sentir en sécurité physique, matérielle, morale, d'avoir de la protection, de pouvoir me préserver, de pouvoir me reposer. J'ai besoin de stimulation, que ce soit physique avec du sport, du contact avec autrui, de pouvoir bouger, ou une stimulation mentale où je vais pouvoir développer des idées, apprendre de nouvelles choses, développer de nouvelles compétences. Je vais pouvoir avoir des besoins affectifs ou sociaux, d'être dans l'échange avec les autres, de pouvoir appartenir à un ou plusieurs groupes, de me sentir en proximité, de me sentir soutenue. Je vais avoir besoin d'estime ou de reconnaissance, de sentir que j'ai de la valeur pour moi, pour mes collègues, pour les autres services, qu'on va être compétent, qu'on est considéré. J'ai besoin d'être autonome dans la prise de décision, de liberté dans mes choix, de l'indépendance. J'ai besoin aussi de sens et de cohérence. J'ai besoin de savoir que ce que je fais, c'est important, que c'est relié à mes valeurs, que ma vie ait un sens et que je peux vivre une vie authentique. Alors pourquoi partager ces émotions? Parce que c'est pas possible de vivre les émotions des autres, mais on est en capacité de les comprendre. L'émotion, c'est un moteur qui est très fort de communication sociale et on a besoin de partager son vécu, qu'il soit positif ou négatif, on a besoin de le partager. C'est quelque chose d'automatique, on ne le fait pas exprès. Et plus l'émotion est forte, vous avez réussi quelque chose, ou vous êtes triste parce qu'il s'est passé quelque chose, plus c'est fort, plus vous allez avoir besoin d'en parler aux autres. Donc c'est vraiment important de ne pas les garder pour vous, de les sortir, parce que les autres sont en capacité de comprendre. Même s'ils ne les vivent pas, ils peuvent comprendre si vous leur expliquez. Donc, quels sentiments est-ce que vous ressentez? Quelles émotions ressentez-vous dans cette situation de notre service RH? Et quels sont les besoins non satisfaits dans cette situation? Qu'est-ce que vous proposez? Heu, Comment elle pourrait se sentir, cette personne au service RH qui est pas consultée et qui du coup a une charge de travail plus forte? En colère, délaissée peut-être, ouais, ignorée, mise à l'écart, en difficulté, se sentir mise à l'écart, OK, et c'est quoi l'émotion qu'il y aurait derrière? Est-ce que c'est de la frustration? Ça peut être, alors ça, c'est le besoin, besoin de reconnaissance. On n'est pas sur une émotion, elle peut se sentir frustrée, peut-être surprise, oui, confuse, c'est vrai. Bah, pourquoi il le fait pas? Je suis confuse. De la colère, de l'agacement peut-être. Donc il y a toute une palette d'émotions. Je vous mettrai le lien, il y a un super outil qui s'appelle l'huméromètre. Je ne l'ai pas mis là, mais je vous le partagerai, où, vous allez, avoir tout le dégradé des émotions possibles, où vous allez pouvoir donner de la nuance, au contenu. Elle peut avoir effectivement un manque de confiance, de la tristesse même, de la colère. Elle pourrait dire: «Voilà, je me sens frustrée et débordée, car nous devons gérer les conséquences de cette décision sans avoir été consultés. Et quel est le besoin? J'ai besoin d'être consultée en amont pour pouvoir coordonner les plannings et garantir le respect de la réglementation». Ou elle pourrait aussi dire: «J'ai besoin qu'on travaille en collaboration parce que c'est important pour moi, de pouvoir le faire. Ça me permettrait aussi, de montrer, que, enfin ce besoin de partage» et cetera. Et ensuite le TE, le terrain d'entente. Qu'est-ce que vous proposez? Et ça, on vient jamais avec. En général, on se plaint de ce qu'on n'aime pas chez l'autre, mais jamais on vient avec des solutions. Et ça, c'est ce qui change tout. Donc on vient en rappelant les faits, les émotions et ensuite on propose un terrain d'entente. On va rechercher des solutions qui sont claires, réalistes et communes, en précisant les conséquences positives de ces actions et aussi en précisant les conséquences négatives possibles si rien n'est mis en place. On pourrait dire: «Ben, ainsi, nous pourrions faire ça». Quelles demandes, voilà, claires on pourrait formuler au responsable technique pour améliorer la situation? Qu'est-ce que vous lui proposeriez à ce responsable du service technique?
qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? De mettre en place un protocole, des réunions hebdo, un petit temps RH, hein, un genre de flash RH, 1/4 d'heure, alors l'échange de mails, ça dépend effectivement si, hem, si vous avez déjà trop de mails et que ça disparaît, dans la masse de tout, de communiquer en amont sur le domaine RH. Oui, mais est-ce qu'il estime que c'est du RH ou pas? La réunion hebdomadaire, des permanences RH, effectivement, c'est une bonne idée, Estelle, je ne sais pas, d'où elle vient, mais mais oui, c'est quelque chose qui pourrait être, fait dans les services techniques. Effectivement, je suis une fervente défentrice de cette notion de rendre le service RH accessible sur le terrain et d'expliquer les conséquences de cette façon de procéder et ça se pratique à une Ung, oui, j'en suis bien consciente. Donc là, on pourrait proposer, que voilà, je souhaiterais que les services RH soient consultés lors de la planification des équipes techniques afin que nous puissions, anticiper et valider les impacts RH ensemble, notamment sur les congés, sur les heures supplémentaires. Que penses-tu de planifier une réunion régulière pour discuter, des impacts RH des projets? Et ensuite, on peut dire les conclusions. Donc vous voyez que d'une rage, on pourrait dire: «Tu me consultes jamais, ça nous met, vraiment, en difficulté dans le service». Point, merci, au revoir. Du coup, l'autre, il va dire: «Purée, le service RH, à part, nous embêter toute la journée, ils servent pas à grand chose» et on serait resté sur cette notion de confrontation, sans forcément avoir de fondement et de trouver une solution. Donc là, je vous ai mis la petite diapo. Essayez finalement de réfléchir à un conflit ou une situation de manque de communication, que ce soit dans votre service ou entre services, ou bien dans votre cadre personnel. Et essayez vraiment de vous reposer ces questions-là. Qu'est-ce que j'observe sans jugement? Essayez vraiment de rester centré sur les faits plutôt que sur des interprétations. Donc, quels sont les faits? Quel est le F? D'exprimer vos sentiments, vos émotions. Qu'est-ce qu'il y a derrière de manière la plus claire, la plus respectueuse et surtout sans blâmer. Et mettez-le par écrit au début, ça va vraiment vous entraîner. Ensuite, formuler le terrain d'entente, formuler des besoins, des demandes, cette importance d'être précis, et réaliste, sans imposer une solution, d'être toujours dans de la proposition. Identifier au moins une action concrète à mettre en œuvre pour améliorer cette communication et surtout, ensuite proposez-la. Faites-le par écrit, faites tout ça par écrit sur différents conflits, en tout cas désaccords que vous pouvez avoir avec votre entourage et ça sera vraiment quelque chose d'important. En termes de compétences et là, je vous inviterai vraiment à aller plus loin, si c'est un thème si cette petite sensibilisation, vous a éclairé ou en tout cas donné envie d'aller plus loin. C'est vraiment important de développer cette notion d'intelligence émotionnelle et intelligence sociale. Alors qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle? Ça va être la capacité à reconnaître, à comprendre et à gérer ses propres émotions, ainsi qu'à percevoir et influencer celles des autres dans un cadre professionnel. On va avoir la conscience de soi. La conscience de soi, c'est déjà de comprendre ses propres émotions. Si vous n'êtes pas habitué à le faire et personne ne l'est, c'est déjà très, très dur. Moi, je sais que des fois, je sens qu'il y a un truc qui va pas et je sais pas forcément dire ce que c'est. Et donc, c'est ce que je vais dire. Bah, je dis à mon conjoint: «Écoute, là, je sais qu'il y a un truc qui va pas. Je sais pas concrètement ce que je ressens. Laisse-moi juste quelques minutes que je me pose avec moi-même et que je sache ce que j'ai pour que je puisse te le dire». Vous avez le droit aussi de le dire. Ça va être aussi la capacité d'être dans la maîtrise de soi, de pouvoir répondre calmement sans réagir impulsivement. Si vous sentez que vous allez réagir impulsivement, qu'il y a la colère qui va déborder, que vous allez être dans de l'agressivité, alors reportez la communication. Attendez que ça redescende, faites cette conscience de vous-même et essayez de voir, comment agir. On va pouvoir développer ces compétences aussi de motivation, c'est de rester focalisé sur les objectifs malgré des tensions interpersonnelles. Mon objectif, c'est de faire ça et je sais que pour ça, je vais devoir travailler avec l'autre collègue et l'autre collègue, je le supporte pas. Pourquoi je le supporte pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que je ressens quand je dois travailler avec lui? Donc, c'est de dire: «OK, il y a tout ça qui se joue, mais l'objectif, c'est de pouvoir avancer sur ce projet. Comment est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir proposer pour que ce soit plus tolérable pour moi?» De faire preuve d'empathie, de comprendre les émotions et les besoins des collègues, mais aussi de développer ses compétences sociales, en travaillant sur l'influence et le leadership, où on va pouvoir résoudre les tensions entre collègues. Alors, on ne peut pas être bon partout, mais le développement de cette intelligence-là, elle est vraiment essentielle et c'est ce qu'on appellera aussi les compétences psychosociales, cette aptitude vraiment à naviguer dans les dynamiques interpersonnelles au travail, en cherchant toujours la coopération et l'engagement collectif.
Et pour ça, on va avoir ce qu'on appelle la communication efficace, c'est d'utiliser un langage clair, assertif, non violent, pour éviter les malentendus. On va être aussi dans la gestion des émotions, ne pas laisser les émotions négatives interférer dans les décisions, professionnelles qu'on pourrait prendre. Dans la résolution de problèmes, être proactif dans la recherche de solutions, en s'appuyant sur des outils de la communication non violente, comme on a pu vous le présenter avec, l'OSBD, le DESC ou, la méthode FAIT et de pouvoir aborder les désaccords le plus calmement possible. Et enfin, on aura, cette compétence d'empathie et de gestion du stress, c'est de savoir réagir de la manière la plus adaptée aux différents signes de stress que l'on peut avoir chez soi. Il est 10h02. J'ai encore une toute petite partie, promis, sur la communication écrite et je vous le libérer. Mais vous êtes encore 103 connectés, donc j'ai l'impression que ça va, et que je peux encore vous garder 5 minutes de plus avec moi. Alors du coup, la communication à l'écrit. Pourquoi c'est important? Et là, je vais avoir besoin de vous dans le chat. On a Ghislain. Ghislain, il écrit: «Coucou, ça va? Si tu es dispo, je peux passer te voir». Et il y a François qui répond cette phrase-là. Je ne vais pas vous la lire pour pas vous donner d'interprétation. Je vous écoute. Qu'est-ce qu'il fait Ghislain? Il vient ou il vient pas? Dites-moi tout. Que fait Ghislain? Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va pas venir? Il vient pas, il vient pas. Il manque la virgule, merci, quelqu'un l'a dit. On ne peut pas savoir et c'est une situation vécue. Où, il y avait enfin, j'ai été témoin de la scène et du coup, bah, Ghislain vient et François lui dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit de pas venir». Et Ghislain, il dit: «Bah si, tu m'as dit de venir. Tu m'as dit: "Viens, tu pas trop j'ai pas trop de travail"». Et François répond: «Bah, je t'ai dit: "Viens pas, trop de travail"». Et donc, si on avait eu la virgule placée, Ghislain, il aurait pu savoir ce que François voulait. Est-ce qu'il vient ou est-ce qu'il vient pas? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Souvent, on écrit à la va-vite, on met pas de ponctuation. La ponctuation, elle a toute son importance. Donc comment est-ce qu'on communique à l'écrit? Déjà, pour le fond, on va toujours chercher à faciliter la compréhension. On va avoir, toujours en tête: «OK, c'est quoi le message principal du document?» On va essayer de donner ou du mail, on va essayer de donner toujours un titre pertinent et clair qui va faciliter et qui va refléter le contenu. On va éliminer tous les mots inutiles, on va ponctuer les phrases. On va faire des phrases courtes, le plus court possible. Des phrases de 3-4 lignes, c'est pas possible. Donc sujet, verbe, complément avec une forme active. On va faire des paragraphes courts et organisés. Un paragraphe, c'est une idée, c'est une réponse à une question. On va aussi éviter les répétitions et on va essayer toujours de mettre des informations juridiques et techniques en bas de page ou en lien hypertexte pour éviter d'alourdir le document, sinon ça va perdre tout son contenu, les gens vont pas forcément lire. Donc ça, c'est pour le fond. Pour la forme, on va éviter le message uniquement dans l'objet du mail, parce que déjà quand on l'ouvre, des fois, c'est tellement long qu'on ne voit pas ce qui se passe. Les pas de formule de politesse, pas de bonjour, des pièces jointes pas renommées, le souligné rouge gras majuscule surligné, quand on ouvre le mail, ça fait sapin de Noël, on se dit: «Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe?» Les points d'exclamation, la phrase «Merci de». Ça, c'est une injonction. Dites plutôt: «Je vous invite à» avant le, ou «J'ai besoin de votre document» avant le. Sinon, il ne sera pas traité. Peu importe ce que vous choisissez, mais le «merci de», si vous n'êtes pas d'humeur ou si c'est une personne que vous appréciez moyennement qui vous l'envoie, vous allez le prendre pour vous en disant: «Qu'est-ce qu'il me demande encore, celui-là ou celle-là?» Et d'envoyer un extrait de texte sans question. Par exemple, je transmets un truc, il y a pas de question, je sais pas quoi faire. On va aussi, éviter de mettre 50 personnes en copie, sauf si c'est nécessaire, sauf si c'est une politique. Là, il y a vraiment un travail à faire ensemble sur la gestion des mails. Je vous invite à revoir, le petit déj sur l'infobésité que vous trouverez sur notre chaîne YouTube, mais aussi nos fiches pratiques, comment développer des compétences, enfin des façons de travailler ensemble, heu, avec le numérique, parce qu'il y a vraiment un usage du numérique à revoir. Pour aller plus loin, si ça vous intéresse, je vous ai mis dans le PowerPoint, le lien vers
justement un petit déj sur les biais cognitifs que ma collègue Maëlys avait animé l'année dernière. C'est aussi une action de sensibilisation qu'on propose et qui sera expérimentée prochainement dans une collectivité où je crois qu'il y a quelques connectés par ici. Donc c'est vraiment des sensibilisations utiles. Là, le petit déj, c'est vraiment du contenu. L'expérimentation, ça sera, en présentiel, ça sera encore plus vivant. Vous retrouverez aussi toutes nos fiches pratiques où on parle de comment donner des consignes claires, comment aller plus loin, comment identifier pour gérer ses émotions et aussi, je vous ai mis le lien pour vous inscrire à notre petit déj du mois prochain qui parlera justement de la santé mentale et de l'épuisement professionnel, du burn-out, comment s'en préserver. Il est 10h06, j'ai parlé très vite, j'en suis consciente. Je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si ça vous a été utile. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez, justement aller faire des formations ou nous demander des actions de sensibilisation. Là, hein, c'est un format toujours très court, donc le but, c'est de vous donner du contenu. J'espère que ça vous a été effectivement utile, que peut-être vous avez pris un peu de recul, par rapport à certaines façons dont vous communiquiez avec vos proches, avec vos collègues, et que vous allez tester. Et n'hésitez pas à nous faire un retour, sur la méthode faite. J'ai des collègues, je sais, avec qui on a déjà échangé, qui l'ont testé avec leurs enfants. Ça marche très bien, notamment avec les ados. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, et à nous faire un petit retour de comment ça a fonctionné. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée. Je vous enverrai le mail donc avec le PowerPoint et la vidéo sera remise, sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, c'est pareil pour, notre profil, notre page LinkedIn, où vous trouverez toutes les informations sur nos événements et nos publications. Belle journée!